Je ne me suis jamais considéré comme une personne naïve. Dans mon secteur d'activité, on ne peut pas se le permettre. Je gère des contrats, des négociations à enjeux élevés et des gens qui vous sourient en face tout en vous faisant les poches. Mais il existe un angle mort en chacun de nous, une faiblesse spécifique qui défie la logique et ignore l'instinct. Pour moi, cet angle mort, c'était ma famille. C'était un mardi après-midi, le genre de belle journée fraîche de mai qui vous donne l'impression que tout est possible. Je conduisais ma Lexus sur les routes sinueuses familières menant vers la banlieue, une housse à vêtements suspendue sur la banquette arrière comme un passager. À l'intérieur de cette housse se trouvait une robe en soie bleu marine d'une valeur de $2000, retouchée sur mesure, que j'avais achetée spécifiquement pour demain, le 15 mai. Cette date était gravée dans ma rétine. C'était la date imprimée sur l'invitation en papier cartonné épais couleur crème posée sur mon tableau de bord. Le mariage d'Ashley Anderson et de Brad Miller. Mes mains serraient le volant, les paumes légèrement moites. Je n'étais pas une simple invitée. J'étais la sœur de la mariée. Et même si Ashley et moi n'avions jamais été proches, elle était le soleil doré face à ma lune invisible. Ce mariage me semblait être un tournant. Depuis 6 mois, ma mère, Linda, s'était montrée étonnamment communicative. Elle m'avait envoyé des messages pour me tenir au courant pour les fleurs. Elle m'avait demandé mon avis sur les parfums du gâteau, même si elle l'avait finalement ignoré. Je m'étais autorisé à espérer. Je m'étais persuadé qu'à 38 ans, j'étais enfin invité dans le cercle intime. Je me suis garé dans l'allée de ma tante Betty. Betty était la sœur cadette de ma mère, mais elles étaient de parfaits opposés. Là où ma mère était tranchante, critique et obsédée par les apparences, Betty était douce, anxieuse et gentille. C'était la seule personne de la famille qui se souvenait de ma couleur préférée ou qui m'appelait en dehors des jours de fête. Je voulais lui montrer la robe avant le grand dîner de répétition qui, je le supposais, avait lieu ce soir. J'ai pris la housse à vêtements, sentant le glissement frais du tissu à travers le plastique, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La maison sentait comme toujours, la lessive à la lavande et le vieux papier. « Tante Betty » ai-je appelé en entrant. « C'est Mélissa. » J'ai apporté la robe. Il y avait un silence pesant dans la maison, presque étouffant. Habituellement, Betty s'activait dans la cuisine ou regardait ses feuilletons. Aujourd'hui, la maison était immobile. Je suis là, a croassé une voix depuis le salon. Je suis entré et j'ai trouvé Betty assise sur son canapé à fleurs. Elle ne regardait pas la télévision. Elle était simplement assise là, fixant un grand album photo relié en cuir sur la table basse. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage bouffi. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Betty. J'ai jeté la housse sur une chaise et me suis précipité vers elle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est papa? Est-ce qu'il a encore eu un problème cardiaque? Betty a levé les yeux vers moi, et la détresse pure dans son regard m'a glacé. Elle a secoué la tête, ses mains tremblant alors qu'elle touchait l'album photo. Non, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas le cœur de ton père. C'est. Oh, Mélissa. Quoi? Ai-je demandé, mon pouce accélérant. Le mariage est annulé? Brad a tout annulé? Betty a laissé échapper un sanglot étouffé. Non, le mariage n'était pas annulé. Elle a poussé le lourd album vers moi. Il avait l'air tout neuf, le cuir dégageant une odeur riche et coûteuse. J'ai promis à Linda de ne rien dire, a dit Betty, la voix tremblante. Elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je te le disais, elle me priverait de mes petits-enfants. Elle a dit que je ne reverrais jamais Ashley. Mais je ne peux pas faire ça. Mélissa, te voir ici avec cette robe. C'est trop cruel. Betty, tu me fais peur. De quoi parles-tu? Je m'assis et ouvris l'album. La première page n'était pas un instantané ordinaire. C'était une photographie professionnelle en haute résolution. Elle montrait une magnifique cérémonie en plein air. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, illuminant des roses blanches et des décorations en cristal. À l'autel se tenait ma sœur Ashley. Elle était d'une beauté à couper le souffle dans une robe sirène que je n'avais vue qu'en croquis. À côté d'elle se tenait Brad, l'air suffisant et beau dans son smoking. Et debout à leur côté, rayonnant d'une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi, se trouvaient mes parents. Mon père, Robert, avait l'air distingué dans son costume. Ma mère, Linda, ressemblait à la reine-mère en satin argenté.
J'ai froncé les sourcils, mon cerveau refusant de traiter ce que mes yeux voyaient. C'est une répétition? Ils ont fait une séance photo en avance? Betty n'a pas répondu. Elle a juste pleuré. J'ai tourné la page. Ce n'était pas une séance photo. C'était la réception. Il y avait des tables dressées avec de la porcelaine fine. Il y avait une piste de danse. Et il y avait des gens, des dizaines. J'ai vu mes cousins de l'Ohio. J'ai vu les voisins à côté de qui j'avais grandi. J'ai vu toute la famille de Brad. J'ai vu les amis du club de bridge de ma mère. J'ai même vu Monsieur Henderson, notre avocat de famille, un verre de champagne à la main. Tout le monde était là. Tous ceux que je connaissais, tous mes proches. Sauf moi. Mes yeux parcouraient chaque visage sur les photos de groupe, me cherchant désespérément, comme si j'avais pu oublier d'avoir assisté au mariage de ma propre sœur. Mais je n'y étais pas. J'ai regardé le tampon de date dans le coin inférieur de l'épreuve numérique glissée à l'arrière de l'album. 8 mai. Le 8 mai. La semaine dernière. Ça a déjà eu lieu, ma voix semblait étrange, comme si elle venait d'outre-tombe. But l'invitation. Elle indique le 15 mai. C'était une fausse, a chuchoté Betty. Les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique. Ils ont commandé un lot spécial. Justin. Rien que pour toi. Ils ont imprimé une fausse invitation avec une fausse date pour que tu ne te présentes pas. J'ai fixé la photo de ma mère ajustant le voile d'Ashley. Elle semblait si complice, si heureuse. Un moment mère-fille parfait que je n'avais jamais, au grand jamais, vécu. Pourquoi, ai-je demandé. C'était le seul mot que je parvenais à prononcer. Pourquoi ferait-il cela? Ashley a dit. Betty s'est interrompue, s'essuyant le nez avec un mouchoir. Ashley a dit qu'elle ne voulait pas de toi là-bas. Elle a dit que tu plombais l'ambiance. Elle t'a qualifié de nuage sombre. Et Linda. Linda a approuvé. Elle a dit qu'il voulait une journée parfaite sans avoir à se soucier de ton apparence effacée sur les photos. J'ai ressenti un coup physique en pleine poitrine. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était de la sidération. Le degré d'effort qu'ils y avaient mis. Ils ne s'étaient pas contentés de ne pas m'inviter. Ils avaient orchestré une tromperie de toutes pièces. Ils m'avaient regardé me préparer. Ma mère m'avait envoyé des messages sur les parfums du gâteau alors que le mariage avait déjà eu lieu. Ils se moquaient de moi. Ils sont au chalet au bord du lac en ce moment, a dit Betty en reniflant. Ils font un brunch post-mariage, ouvrent les cadeaux. Ils se préparent pour la lune de miel. La lune de miel. Je me suis figé. Ma main est allée vers mon sac. À l'intérieur, glissé dans une enveloppe doublée de velours, se trouvaient les billets et l'itinéraire pour une lune de miel de 2 semaines, tous frais payés, à Paris. Vol en première classe, le Ritz, visite privée. Un cadeau d'une valeur de 15 000 $. Un cadeau pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires afin de le payer, espérant qu'ils m'achèteraient enfin une place dans leur cœur. Ils pensent que je viens demain, ai-je dit doucement. S'il te plaît, n'y va pas, Mélissa, a supplié Betty en me prenant la main. Rentre chez toi. Ne leur donne pas la satisfaction de te voir pleurer. J'ai regardé ma main. Je ne pleurais pas. Mes yeux étaient secs. Mon cœur, qui battait la chamade, s'était calmé pour devenir un battement sourd, froid et rythmé. Je ne vais pas pleurer, Betty, ai-je dit en me levant. J'ai pris mon sac. J'ai laissé la robe de soie bleue sur la chaise. Je n'en aurai plus besoin. Je vais donner à ma sœur son cadeau de mariage. Le trajet jusqu'au chalet au bord du lac prenait habituellement 45 minutes. Je l'ai fait en 30. J'ai conduit en silence. Pas de radio, pas de podcast. Juste le ronronnement du moteur et le bourdonnement du sang dans mes oreilles. Je devais me concentrer. Je devais rejouer chaque interaction, chaque appel téléphonique, chaque message des 6 derniers mois. Je devais voir les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Oh, ne t'en fais pas pour l'enterrement de vie de jeune fille, Mélissa. C'est juste pour les jeunes filles. Le code vestimentaire? Oh, porte simplement ce dans quoi tu te sens à l'aise, ma chérie. Tu sais que tu as des goûts uniques. Il s'était moqué de moi tout du long.
Le chalet au bord du lac se profilait devant moi. C'était une vaste propriété victorienne surplombant le lac Michigan, avec un porche enveloppant et des jardins manucurés. C'était le symbole du statut social de la famille Anderson. Il était majestueux, imposant et impeccable. Et il était impeccable parce que c'est moi qui le payais. Je me suis engagé dans l'allée de gravier, les pierres crissant bruyamment sous mes pneus. L'allée était pleine. La Jaguar d'époque de mon père, dont je payais l'assurance, était là. Le cabriolet blanc d'Ashley, son cadeau de remise des diplômes de ma part, était là. Et la voiture de sport rouge rutilante de Brad était garée pile au centre, occupant 2 places. Je ne me suis pas garé correctement. J'ai arrêté ma voiture juste derrière celle de Brad, le bloquant. J'ai attrapé l'enveloppe de velours. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Je m'attendais à avoir l'air dévasté. Au lieu de cela, j'avais l'air d'un calme terrifiant. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict, mon blazer professionnel était impeccable. Je n'avais pas l'air de la sœur effacée aujourd'hui. Je ressemblais à la PDG que j'étais réellement. Je suis monté sur le porche. Je pouvais les entendre à l'intérieur. Des rires, des cliquetis de verre, le son de leur sentiment de supériorité. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. J'ai tourné la poignée. Ce n'était pas verrouillé. Et j'ai poussé la lourde porte en chêne. Le salon était baigné par la lumière dorée de l'après-midi. C'était une scène d'exposition d'un magazine. Mon père, Robert, était prélassé dans son fauteuil en cuir préféré, un verre de scotch à la main. Ma mère, Linda, était assise sur le canapé, triant une pile de cadeaux emballés de papier argenté. Ashley et Brad étaient blottis l'un contre l'autre sur la causeuse, regardant une vidéo sur le grand écran plat que je leur avais acheté pour Noël l'année dernière. C'était la vidéo du mariage. Je pouvais entendre l'échange des vœux sur l'écran. Oh regarde, mon cœur. Cet angle est parfait, roucoulait Ashley, pointant l'écran du doigt. J'ai l'air d'une princesse. Tu es une princesse, a dit Brad en déposant un baiser sur sa tempe. Et Dieu merci, nous n'avions pas de pollution visuelle en arrière-plan. J'ai avancé du hall d'entrée vers le salon. Mes talons ont claqué sèchement sur le parquet. Clac, clac, clac. Le son a fendu la pièce comme un coup de feu. Les têtes se sont tournées. Les rires se sont éteints instantanément. Pendant un instant, personne n'a bougé. C'était un tableau vivant de la culpabilité. Ma mère a fait tomber une carte cadeau. Mon père s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. La bouche d'Ashley est restée grande ouverte. Mélissa. Mon père fut le premier à parler, la voix pâteuse à cause de la confusion et de l'alcool. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me tenais au centre de la pièce, ma présence occupant un espace qu'il ne m'avait jamais volontairement accordé. J'étais dans le quartier, ai-je dit, d'une voix calme et ferme. J'ai pensé faire un arrêt, puisque j'attendais avec tellement d'impatience le mariage. De 2 mains. J'ai mis une légère emphase sur 2 mains. Ashley s'est redressée d'un coup, repoussant légèrement Brad. Elle a échangé un regard paniqué avec notre mère. Oh, a dit Ashley, sa voix montant d'un octave. C'est vrai, 2 mains. Eh bien, nous. Arrête tes conneries, Ash, a dit Brad en levant les yeux au ciel. Il s'est levé, croisant les bras sur sa poitrine. Il portait un polo trop serré, mettant en valeur des muscles qu'il passait ses journées à admirer dans le miroir. Elle sait. Regarde sa tête. Betty lui a parlé. C'est vrai? Ma mère s'est levée, le visage rouge de colère, pas de honte, mais de colère. Est-ce que Betty t'a parlé? J'avais dit à cette femme de la fermer. Donc, c'est vrai, ai-je dit. Vous avez célébré le mariage la semaine dernière. Oui, a dit Ashley en se levant pour rejoindre son mari. Elle a levé le menton avec défi. C'est vrai. Et c'était parfait. Vous m'avez envoyé une fausse invitation, ai-je continué, fixant ma mère dans les yeux. Vous m'avez laissé acheter une robe. Vous m'avez laissé réserver un hôtel. Vous m'avez laissé croire que j'étais la bienvenue. Nous savions que tu ferais un drame, a craché ma mère. Regarde-toi maintenant, débarquant ici, gâchant notre brunch. C'est exactement pour cela que nous ne te voulions pas là-bas, Mélissa. Tu aspires l'énergie de tout. J'aspire l'énergie?
ai-je demandé, sincèrement déconcerté. Maman, j'ai payé chaque réparation de cette maison depuis 5 ans. J'ai payé pour la chirurgie de papa. J'ai payé pour la voiture d'Ashley. Comment puis-je aspirer l'énergie alors que je suis la seule à injecter des ressources? Oh, c'est reparti, a grogné Ashley en levant les bras au ciel. Le coût de la carte de l'argent. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? Tu penses que parce que tu as un petit boulot ennuyeux de saisie de données et que tu économises chaque centime comme une avare, tu peux nous acheter. Nous ne voulions pas de ta sinistrose au mariage, a ricané Brad. Notre mariage avait une esthétique. Des gens jeunes, beaux, qui réussissent, des influenceurs, des amis. Toi, tu t'habilles comme une bibliothécaire et tu te comportes en martyr. Tu aurais gâché les photos. Nous voulions une ambiance, Mélissa. Et tu n'es pas dans l'ambiance. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu mon père, l'homme dont j'avais protégé la dignité en cachant sa faillite, fixant le sol parce qu'il était trop lâche pour m'affronter. J'ai vu ma mère, la femme qui avait critiqué mon poids, mes cheveux et ma carrière toute ma vie, me regardant avec une haine pure parce que je l'avais prise en flagrant délit de mensonge. J'ai vu ma sœur, l'enfant chéri pour qui j'avais sacrifié ma propre enfance afin de la protéger, me regardant comme si j'étais un déchet. Et j'ai vu Brad, une pièce rapportée dans la famille depuis moins de 2 ans, se sentir assez à l'aise pour m'insulter dans la maison de mes propres parents. Alors, si je comprends bien, ai-je dit, ma voix descendant d'un ton pour devenir un murmure dangereux. Vous m'avez menti, humilié et exclu parce que je ne corresponds pas à votre esthétique. Comprends l'allusion, Mélissa, a crié Brad en pointant la porte du doigt. Personne ne veut de toi ici. On te tolère parce que tu es utile parfois, mais pour les grands moments. Tu n'es pas désiré. Dehors. Toléré? J'ai répété le mot. Il avait un goût de cendre. Oui, toléré, a hurlé Ashley. Va-t'en, tout simplement. Laisse-nous tranquilles. Nous avons un vol à prendre demain, et tu es en train de gâcher mon teint avant le voyage. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe de velours dans ma main. Les billets pour Paris. Je me suis dirigé vers la table d'appoint près de la porte. J'y ai déposé délicatement l'enveloppe. Je vous ai apporté votre cadeau de mariage, ai-je dit. Les yeux d'Ashley se sont jetés sur l'enveloppe. La cupidité est un réflexe puissant. Elle a instantanément supplanté sa colère. C'est l'itinéraire pour Paris, a-t-elle demandé, sa voix s'adoucissant d'un soupçon. Oui, ai-je dit. Eh bien, a hurlé ma mère en lissant sa jupe. Au moins, tu as fait une chose de bien. Laisser cela ici est la chose la plus digne que tu puisses faire. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je me suis tourné vers la porte. Les mots de Brad résonnaient dans mon esprit, comprends l'allusion. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. Je les ai regardés une dernière fois. Ils s'étaient déjà détournés. Ashley tendait la main vers l'enveloppe. Mon père buvait une gorgée de scotch. Il pensait que la tempête était passée. Il pensait que j'étais juste Mélissa, le paillasson, retournant pleurer dans sa voiture. Il n'avait aucune idée que la tempête n'était pas passée. Elle était juste en train de changer de direction. Vous avez raison, ai-je dit. Je devrais comprendre l'allusion. Je suis sorti et j'ai refermé doucement la porte derrière moi. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hurlé, pourquoi je n'ai pas renversé la table ou mis le feu à la maison sur le champ, il faut comprendre l'éducation que j'ai reçue enfant. J'ai été conditionné à être invisible. On m'a appris à accepter des miettes et à appeler cela un festin. Le souvenir qui définit mon enfance n'est pas joyeux. C'est mon 16e anniversaire. 16 ans est une étape importante. Pour la plupart des jeunes filles américaines, c'est le « Sweet 16 ». Une fête, une voiture, un rite de passage. Je n'avais pas demandé de fête. Je savais que nous n'en avions pas les moyens. Ou plutôt, je savais que mes parents ne voulaient pas dépenser cet argent pour moi. J'avais demandé quelque chose de simple, un dîner chez Luigi, le bon restaurant italien de la ville. Juste nous 4. Je l'avais mérité. J'avais passé l'année entière à donner des cours de soutien à des élèves en difficulté pour économiser et m'acheter mes propres vêtements afin d'éviter des frais à mes parents. J'avais une moyenne parfaite. J'étais l'enfant modèle qui ne demandait rien. Bien sûr, Mélissa, m'avait dit ma mère,
distraite pendant qu'elle brossait les cheveux d'Ashley. Ashley avait 6 ans à l'époque, un tourbillon d'énergie et de caprice. Réservation à 18 heures. Ne sois pas en retard en revenant de la bibliothèque. J'ai mis ma plus belle robe. Je me suis bouclé les cheveux. Je suis arrivé au restaurant à 17h55. L'hôtesse m'a installé à une table pour 4 personnes. Le reste de votre groupe arrive, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu avec un grand sourire. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire, a-t-elle dit en posant 4 menus sur la table. J'ai attendu. 18h15. J'ai vérifié ma montre en plastique bon marché. Il devait simplement être en retard. Papa perdait toujours ses clés. 18h30. Le serveur est passé. Je peux vous apporter à boire en attendant, ma puce? Juste de l'eau, s'il vous plaît. Ils vont bientôt arriver. 18h45. Le restaurant a commencé à se remplir. Des familles riaient. Des couples trinquaient. J'étais assise seule à cette table de 4, fixant les chaises vides. J'ai commencé à ressentir cette sensation familière de chaleur dans la nuque, la honte de ne pas être désiré. 19h. Je me suis dirigé vers la cabine téléphonique dans le hall. C'était avant que nous ayons tous des téléphones portables et j'ai appelé à la maison. Pas de réponse. 19h30. Le serveur a apporté une corbeille de graissins. Il n'a rien dit, mais le regard dans ses yeux m'a brisé le cœur. C'était de la pitié. De la pitié pure et simple. C'est offert par la maison, a-t-il marmonné. J'ai mangé un graissin. Il avait un goût de carton. À 20h, j'ai vu les phares de la voiture de mon père s'arrêter le long du trottoir à l'extérieur. Mon cœur a bondi. Ils sont là. Ils ont réussi. Je me suis précipité hors du restaurant pour les rejoindre. Ma mère a baissé la vitre. Elle n'était pas habillée pour le dîner. Elle portait un jogging. Ashley était sur la banquette arrière, tenant une boîte de Happy Meal, absorbée par un lecteur DVD portable. Maman, ai-je dit, cela fait 2 heures que j'attends. Oh, Mélissa, monte dans la voiture, a lancé ma mère d'un ton sec, l'air épuisé. Nous ne pouvons pas dîner. Quoi? Pourquoi? Ashley s'est écorché le genou, a dit ma mère, comme s'il s'agissait d'une blessure catastrophique. Elle a trébuché dans l'allée juste au moment où nous partions. Elle était hystérique. Nous avons dû l'emmener aux urgences, juste au cas où. J'ai regardé Ashley à l'arrière. Elle mangeait tranquillement une frite. Il y avait un minuscule pansement de dessin animé sur son genou. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas mal. Elle avait l'air de se porter à merveille. But, c'est mon anniversaire, ai-je chuchoté. Nous avions une réservation. Ne sois pas égoïste, Mélissa, a dit mon père depuis le siège du conducteur. Ta sœur s'est blessée. Nous avons passé des heures chez le médecin. Nous sommes fatigués. Nous avons pris McDonald's. Il y a des frites dans le sac pour toi. Des frites pour mon 16e anniversaire. Monte, a répété ma mère. Arrête de donner en spectacle sur le trottoir. Je suis monté dans la voiture. Je me suis assise à côté d'Ashley. Elle m'a regardé avec ses grands yeux bleus et a souri. J'ai eu un jouet, a-t-elle dit en brandissant une figurine en plastique. J'ai regardé le jouet. J'ai regardé le pansement. Et j'ai compris à ce moment-là, avec une clarté terrifiante pour une adolescente de 16 ans, que je n'avais aucune importance. J'étais un accessoire dans leur existence, un personnage secondaire dans le spectacle d'Ashley. Si Ashley éternuait, le monde s'arrêtait. Si j'étais en train de me vider de mon sang, il me demanderait de ne pas tacher le tapis. J'ai mangé mes frites froides en silence sur le chemin du retour. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y avait une boîte de gâteaux sur le comptoir. Joyeux anniversaire Mélissa, écrit avec un glaçage générique. Nous mangerons le gâteau demain, a dit ma mère en bâillant. Je suis trop fatigué pour le couper ce soir. Mets-le au frigo, Mélissa. J'ai mis mon propre gâteau d'anniversaire au réfrigérateur. Je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré. Pleurer aurait sous-entendu de la surprise. Et je n'étais pas surprise. J'étais simplement résigné. Cette résignation m'a poursuivi pendant 20 ans.
Elle a fait de moi une personne qui cherchait toujours à plaire. Elle a fait de moi cette femme prête à payer une opération cardiaque dont elle ne pouvait pas parler, à réparer un toit sous lequel elle ne vivait pas, et à offrir une lune de miel à une sœur qui la détestait. Je pensais que si je donnais assez, payais assez, faisais assez, il finirait par me regarder de la même façon qu'il regardait Ashley. Je pensais pouvoir acheter ma place sur le piédestal. Mais debout devant ce chalet de vacances, à 38 ans et enfin réveillé, j'ai réalisé la vérité. On ne peut pas mériter l'amour de personnes incapables d'en donner. On ne peut pas acheter un siège à une table qui a été construite pour vous exclure. La résignation avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau. Quelque chose de froid, de tranchant et de lourd, le pouvoir. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'était qui j'étais réellement en dehors de leur ombre. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, je ne suis pas simplement parti. Je me suis échappé. J'ai déménagé à Chicago avec $300 en poche et une fin de réussir qui m'empêchait de dormir la nuit. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai servi des tables dans un restaurant où mes pieds saignaient après chaque service. J'ai nettoyé des bureaux la nuit. Et pendant la journée, je répondais au téléphone dans une entreprise de courtage en investissement immobilier de luxe. C'est là que j'ai rencontré Sarah. Sarah avait 10 ans de plus que moi, elle était divorcée, avait un franc-parler redoutable et était absolument brillante. Elle était l'une des courtières de la firme. Elle m'a vu lire des livres sur le droit immobilier pendant mes pauses déjeuner. Elle m'a vu rester tard pour classer des dossiers que je n'étais pas payé à toucher. Un mardi pluvieux, elle a déposé une pile de dossiers sur mon bureau de réception. « Tu es trop intelligente pour répondre au téléphone, Mélissa » m'a-t-elle dit, sa voix éraillée par les cigarettes et le café. « Je cherche une analyste junior. Le salaire est dérisoire, mais je t'apprendrai comment devenir riche. Ça t'intéresse ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Sarah m'a tout appris. Elle m'a appris à repérer une propriété en difficulté avant qu'elle ne soit mise sur le marché. Elle m'a appris à négocier avec les banques. Elle m'a appris que l'immobilier ne concernait pas les briques et le mortier, mais l'effet de levier et le timing. Ma première transaction a été un immeuble de 4 appartements délabrés dans un quartier que tout le monde ignorait. Il sentait l'urine de chat et la moisissure. J'ai utilisé chaque centime de mes économies pour l'apport. J'ai passé mes nuits à arracher du papier peint et à peindre les murs. Je dormais sur le sol dans un sac de couchage parce que je ne pouvais pas payer de loyer ailleurs tout en remboursant l'emprunt. 6 mois latés, j'ai refinancé l'immeuble et récupéré $50 000 de capitaux propres. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. Je n'ai pas fait les magasins. J'ai tout réinvesti. Au cours des 15 années suivantes, Sarah et moi avons bâti Phoenix Holdings. Nous sommes passés des petits appartements aux centres commerciaux. Nous avons acheté des dettes. Nous avons racheté des zones commerciales. À l'âge de 35 ans, j'étais associée silencieuse dans une entreprise gérant plus de $50 millions d'actifs. Ma valeur nette personnelle se chiffrait en dizaines de millions de dollars. Mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. C'était au départ un instinct de protection. Je savais que si ma mère savait que j'avais de l'argent, la dynamique changerait. Elle ne m'aimerait pas plus, elle exigerait simplement plus. Je voulais qu'il m'aime pour ce que j'étais, pas pour mon carnet de chèques. J'ai donc construit un mensonge. Un mensonge ennuyeux et crédible. Je travaille dans la gestion de données pour une entreprise de logistique. C'est beaucoup de feuilles de calcul, très monotones. Oh, ça ne m'étonne pas, disait Ashley en levant les yeux au ciel. Tu as toujours aimé les devoirs. Je l'ai laissé croire que j'étais une cadre de niveau intermédiaire gagnant un salaire modeste. Je conduisais une berline Toyota fiable pour les événements familiaux, laissant ma Porsche dans mon garage en ville. Je portais des vêtements simples achetés chez Target quand je leur rendais visite, laissant mes tailleurs de créateurs chez moi. Sarah pensait que j'étais folle. « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme une ratée ?» m'a demandé Sarah un soir. « Tu pourrais acheter tout leur quartier. » Parce que s'ils la prennent, ai-je dit en regardant les lumières de la ville, je ne saurai jamais s'ils s'intéressent réellement à moi. J'ai besoin de savoir si c'est sincère. Ce n'est pas sincère, Mel, a dit gentiment Sarah. Ce sont des parasites. Ils se nourrissent de toi-même quand ils te croient pauvre. Imagine ce qu'ils feraient s'ils savaient que tu es une mine d'or. J'ai balayé ces avertissements. J'ai gardé mes 2 vies séparées.
Mélissa, la PDG puissante et impitoyable à Chicago, et Mélissa, la sœur effacée et serviable en banlieue. Mais mener une double vie crée des failles. Et mon désir de les aider, même depuis l'ombre, m'a conduite à commettre la plus grande erreur de ma vie. Cette erreur concernait le chalet au bord du lac. Ma famille agissait comme s'ils étaient issus de la haute bourgeoisie, mais ils géraient très mal leurs finances. Mon père faisait de mauvais investissements, ma mère dépensait sans compter pour maintenir les apparences. Il y a 5 ans, ce château de cartes s'est effondré. Mon père m'a appelé en pleurs. La banque saisit la maison. Mélissa, nous allons perdre le chalet. C'est fini. Je ne pouvais pas laisser faire cela. Cette maison était la seule chose qui permettait à mon père de tenir debout. Je suis allé voir Sarah. Je dois les sauver. Ne leur donne pas d'argent liquide, m'a prévenu Sarah. Ils vont encore tout flamber. Prends le contrôle de l'actif. Nous avons donc exécuté une manœuvre. Phoenix Holdings est intervenu en tant qu'investisseur tiers. J'ai utilisé mon entreprise pour racheter la créance hypothécaire en souffrance à la banque. Puis, par l'intermédiaire d'avocats, Phoenix Holdings a saisi le titre de propriété, mais a proposé à la famille Anderson un arrangement spécial. Ils pouvaient rester dans la maison en tant qu'occupants à titre précaire. Ils n'avaient pas de loyer à payer, seulement les taxes foncières et l'entretien. Mon père a signé les papiers les mains tremblantes, pensant qu'il avait été sauvé par une heureuse erreur bancaire ou la bienveillance d'une entreprise. Il n'a jamais rencontré les investisseurs. Il a traité uniquement avec Monsieur Henderson, mon avocat. Il n'avait aucune idée que l'investisseur bienveillant était sa fille déçue. Depuis 5 ans, je détenais le titre de propriété du chalet dans mon coffre-fort. J'étais leur propriétaire. Je possédais le toit au-dessus de leur tête, les planchers sous leurs pieds et les murs sur lesquels ils accrochaient leurs cadres. Je n'en avais jamais profité, je ne les avais jamais menacés. Je les laissais simplement y vivre, rassuré par l'idée de les avoir sauvés. Mais debout dans ce salon aujourd'hui, après m'être entendu dire de sortir de ma propre maison, quelque chose a basculé. La frontière entre Mélissa la PDG et Mélissa la fille s'est écroulée. Je n'étais pas seulement une sœur blessée. J'étais une propriétaire dont les locataires venaient d'enfreindre les règles élémentaires de la décence humaine. J'ai attrapé mon téléphone tout en roulant à vive allure sur l'autoroute en direction de la ville. J'ai composé le numéro de Sarah. « Salut », a-t-elle répondu dès la première sonnerie. « Tu leur as montré la robe ? Est-ce que Betty a pleuré ? Il n'y a pas de mariage, ai-je dit, ma voix méconnaissable, vide de toute émotion. C'était la semaine dernière. Ils m'ont piégé. Quoi ? A crié Sarah. Tu es sérieuse ? J'arrive chez toi, ai-je dit. Ouvre l'ordinateur. Ouvre les dossiers de Phoenix Holdings. Et Sarah ? Ouais. Apporte le vin. Le plus cher. On part en guerre. Tout en conduisant, mon esprit est revenu au moment où le piège avait été tendu. C'était il y a 6 mois, dans un steakhouse huppé du centre-ville. Ashley avait réuni la famille pour une annonce spéciale. J'aurais dû m'en douter à ce moment-là. Ashley ne payait jamais le dîner. Si nous étions dans un tel restaurant, cela signifiait qu'elle voulait quelque chose. Nous étions installés dans une alcôve circulaire. Ashley rayonnait, tendant sa main pour exhiber une bague en diamant qui semblait suspectement grosse pour le salaire d'un coach sportif personnel. « Nous sommes fiancés !» a-t-elle crié de joie. Nous avons tous applaudi. Ma mère a pleuré. Mon père a commandé une bouteille de champagne, que j'ai fini par payer plus tard lorsque l'addition a atterri, accidentellement, près de moi. Puis est venue la proposition. Nous voulons un mariage sur le thème du royaume des neiges, a dit Ashley, les yeux fixés sur moi. Mais nous le voulons en mai. Nous voulons transformer le jardin en un paradis enneigé. Des roses blanches, des cristaux, des sculptures de glace. Ce sera une esthétique. Il y avait encore ce mot, esthétique. Cela semble onéreux, ai-je fait remarquer en prenant une gorgée d'eau. Ça l'est, est intervenue ma mère. Mais on ne se marie qu'une fois. Nous voulons que ce soit parfait pour notre bébé. Puis vint le silence, le regard plein d'attente. Tous les 3 me fixaient. Mélissa, a toussé mon père. Nous manquons un peu de liquidité en ce moment, avec la baisse des comptes de retraite. Nous espérions.
Puisque tu as un emploi stable et pas d'enfant ni de grosses dépenses, a dit Ashley en tendant la main pour me prendre la vôtre, ce qu'elle ne faisait jamais. Peut-être que tu pourrais participer, en guise de cadeau de demoiselle d'honneur. Tu veux que je sois ta demoiselle d'honneur? Ai-je demandé, touché. Eh bien, nous n'avons pas encore attribué les rôles, a-t-elle éludé rapidement. Mais tu es ma grande sœur. Nous avons besoin d'environ 80 000 $ pour le lieu et la décoration. 80 000? Ai-je manqué de m'étouffer? Ashley, je ne peux pas te donner 80 000 $. La chaleur a disparu instantanément de son visage. Elle a retiré sa main. Tu veux dire que tu ne veux pas? Je veux dire que c'est l'apport pour l'achat d'une maison, ai-je répondu. Je ne peux pas simplement signer un chèque d'un tel montant. Le reste du dîner a été glacial. Ma mère a multiplié les remarques acerbes sur ma mesquinerie et mon avarice. Une semaine plus tard, le compromis m'a été proposé. Ma mère m'a appelé. Écoute, Mélissa. Ashley a le cœur brisé, mais elle comprend. Si tu ne peux pas financer le mariage, peux-tu au moins prendre en charge la lune de miel? C'est son rêve d'aller à Paris. Le Ritz, la première classe. Cela signifierait énormément pour elle. Et si tu fais cela, nous promettons de ne pas te demander un centime de plus pour le mariage. Tu auras juste à venir en tant qu'invité pour profiter de la journée. Si je paye pour la lune de miel, ai-je demandé, serais-je incluse? Vraiment incluse. Bien sûr, a promis ma mère. Nous voulons toute la famille réunie. Ce ne sera pas pareil sans toi. J'ai accepté. Je voulais acheter la paix. Je voulais acheter mon sentiment d'appartenance. J'ai dépensé 15 000 $ pour réserver ce voyage. J'ai passé des heures au téléphone avec le concierge du Ritz pour m'assurer qu'il y aurait du champagne et des macarons dans leur chambre à leur arrivée. J'ai réservé des visites privées au Louvre. J'ai réservé un dîner à la Tour Eiffel. J'ai mis tellement d'amour dans cet itinéraire. Je me disais, quand elle verra ça, elle saura à quel point je l'aime. Et pendant que je faisais cela, ils complotaient. Ils étaient assis dans le chalet au bord du lac ma maison, buvant le scotch de mon père, et décidaient que j'étais trop laide, trop vieille et trop ennuyeuse pour figurer sur leurs photos. Brad a dû mener la danse, elle est déprimante, chérie. Est-ce qu'on ne peut pas juste récupérer le voyage sans l'avoir là-bas? Et ma mère, la femme qui m'avait donné la vie, a dû acquiescer, on lui donnera la mauvaise date. Elle nous pardonnera. Elle le fait toujours. C'était leur erreur cruciale. Ils ont confondu le pardon avec le désespoir. Je leur avais pardonné par le passé parce que j'étais désespéré de recevoir leur amour. Mais aujourd'hui, ils venaient de prouver que leur amour n'existait pas. Il n'y avait plus de raison d'être désespéré. La source était tarie. Cette prise de conscience a été libératrice. Je me suis arrêté devant l'immeuble de Sarah. C'était un gratte-ciel de verre qui perçait le ciel de Chicago. J'ai garé ma voiture sur ma place réservée. Je n'ai même pas pris mon sac. J'ai juste pris mon téléphone et les clés. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage. Mon reflet sur les portes en acier poli me fixait en retour. Je ne voyais pas la sœur triste et rejetée. Je voyais une femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Je voyais un requin qui venait de sentir l'odeur du sang dans l'eau. Sarah m'attendait. Elle avait ouvert la porte avant même que je ne frappe. Elle tenait un verre de Malbec dans une main et mon ordinateur portable dans l'autre. J'ai sorti les dossiers, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de politesse. J'ai la réservation de la lune de miel. J'ai les cartes de crédit. J'ai le titre de propriété du chalet. Et Mélissa? Oui. J'ai trouvé autre chose. Quelque chose de sordide dans les transferts bancaires. Je suis entré, l'adrénaline grimpant d'un cran. Qu'est-ce que c'est? Nous y viendrons, a dit Sarah, le regard sombre. D'abord, bousillons une lune de miel. Le salon de Sarah ressemblait au quartier général d'une opération militaire. Nous avions installé 3 écrans. La vue sur les lumières de la ville à l'extérieur était magnifique, mais aucune de nous ne la regardait. Très bien, a dit Sarah en faisant craquer ses doigts. Cible numéro 1, Paris. Le vol est demain, ai-je dit d'une voix dénuée de toute pitié. United Airlines, vol 9008 pour Charles de Gaulle. Départ à 10 heures. Code de confirmation XJ9-44L.
Sarah l'a saisi. L'itinéraire est apparu à l'écran. Ashley Anderson et Brad Miller. Siège 1A et 1B. Classe affaires Polari. Regarde ça, a ricané Sarah. Ils ont même commandé les repas végétaliens spéciaux. Adorable. Annule tout, ai-je ordonné. Juste pour que tu saches, a dit Sarah, le doigt sur la souris, c'est un tarif flexible parce que tu es une femme d'affaires intelligente qui anticipe les imprévus. Le remboursement est immédiat sur ton Amex. Mais pour eux, lorsqu'ils se présenteront à la borne, elle indiquera simplement « Réservation invalide ». Fais-le. Un clic. L'écran s'est rafraîchi. Réservation annulée. 15 000 $ de retour dans ta poche, a dit Sarah. À présent, l'hôtel. Nous nous sommes connectés au portail du Ritz, 4 nuits dans une suite surplombant la place Vendôme. Annule, ai-je commandé. Un clic. Maintenant, ai-je dit en arpentant la pièce, les cartes de crédit. Je sais qu'Ashley a ma carte Visa secondaire dans son portefeuille. Elle l'utilise pour les urgences, ce qui signifie généralement Sephora. Et ta mère a la carte d'utilisateur autorisée sur ton Amex, a ajouté Sarah. Nous nous sommes connectés au portail bancaire. Supprimer l'utilisateur autorisé Ashley Miller, a dicté Sarah en tapant. Motif, carte compromise. Clic supprimer l'utilisateur autorisé Linda Anderson. Motif, carte compromise. Clic, ils sont actuellement nus financièrement, a dit Sarah avec une sombre satisfaction. S'ils essaient d'acheter un chewing-gum demain à l'aéroport OR, ils seront refusés. Je me suis assise sur le canapé, acceptant le verre de vin que Sarah me tendait. J'ai pris une grande gorgée. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit. Ils m'ont humilié. Ils ont volé ma dignité. Les laisser en plan à l'aéroport n'est qu'un désagrément. Je veux les frapper là où cela fait vraiment mal. La maison, a dit doucement Sarah. La maison, ai-je approuvé. Sarah a ouvert le dossier de Phoenix Holdings. Propriété numéro 409, le chalet au bord du lac. Tu connais la loi, Mel, a dit Sarah, reprenant son rôle de juriste. Ce sont des occupants à titre précaire. Comme il n'y a pas de bio écrit, tu devais leur donner un préavis de 30 jours. Tu ne peux pas simplement les mettre à la porte demain. Je sais, ai-je dit. Rédige le préavis. Sommation de quitter les lieux sous 30 jours. Le non-respect de ce délai entraînera une procédure d'expulsion formelle lancée par le bureau du shérif. Motif de la résiliation ? A demandé Sarah en tapant. Motif ? J'ai laissé échapper un rire sec et grinçant. Aucun motif n'est requis pour une occupation précaire. Mais si tu en as besoin pour le dossier, écris « rupture de confiance ». Sarah l'a tapé. Je demanderai à Henderson de faire signifier cela dès lundi matin. Eva adorait. Il n'a jamais pu encadrer ton père. Parfait. Mais Mel, a dit Sarah en s'arrêtant pour tourner sa chaise vers moi, il y a l'autre dossier. Ce que j'ai découvert. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Montre-moi. Sarah a affiché un tableau de mes transferts bancaires de l'année passée. Elle a surligné une transaction d'octobre dernier. 12 octobre, virement bancaire à Robert Anderson, 50 000 $. C'était pour l'opération cardiaque de papa, ai-je dit. Il avait besoin de ce remplacement de valve. L'assurance ne couvrait pas la totalité des honoraires du spécialiste. D'accord, a dit Sarah. Maintenant, regarde le relevé du compte joint de tes parents. Tu y as accès parce que tu as co-signé ce compte il y a des années, tu te souviens. Elle a ouvert le fichier PDF. 12 octobre, dépôt de 50 000 $. 14 octobre, transfert vers le compte de mariage d'Ashley et Brad, 45 000 $. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Ils ne l'ont pas dépensé pour l'opération, ai-je chuchoté. Ton père n'a jamais subi cette opération, Mel, a dit doucement Sarah. J'ai vérifié ses dossiers médicaux. Il a eu une consultation. Le médecin a recommandé des médicaments et un changement d'hygiène de vie. Il n'avait pas besoin de remplacement de valve. Ils t'ont menti. Ils ont menti au sujet de son cœur. Je me suis levé, les mains tremblantes. Ils m'ont dit qu'il risquait de mourir s'il ne subissait pas cette opération. Ils ont menti pour obtenir l'argent liquide, a dit Sarah. Et ils l'ont utilisé pour payer ce mariage blanc et argent.
Les cristaux, les roses, l'esthétique. J'ai senti de la bile me monter à la gorge. J'ai couru vers la salle de bain et j'ai eu un haut-le-cœur au-dessus du lavabo. Ils ne s'étaient pas contentés de m'exclure. Ils m'avaient escroqué. Ils avaient utilisé mon amour pour mon père, ma peur de le perdre, pour m'extorquer 50 000 $ afin de s'offrir une fête à laquelle je n'avais pas le droit d'assister. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. J'ai regardé mon reflet. La sœur triste et désespérée avait disparu. Elle était morte à la seconde où j'avais vu ce transfert bancaire. Je suis retourné dans le salon. Sarah, ai-je dit, change le préavis d'expulsion. Le changer comment? Ne leur envoie pas seulement un préavis. Je veux les poursuivre en justice. Je veux les attaquer pour fraude, détournement de fonds et préjudice moral intentionnel. Je veux tout récupérer. La voiture, la maison, les 50 000 $. Je veux les dépouiller jusqu'à l'os. Le sourire qui est apparu sur le visage de Sarah était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. Je suis resté assise dans le salon de Sarah à boire du café, les yeux rivés sur l'horloge. 9 heures. Il devait être à l'aéroport international OR. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. Ashley devait porter son jogging de mariée, tirant sa valise Louis Vuitton que je lui avais achetée. Brad devait porter des lunettes de soleil à l'intérieur, se donnant des airs importants. Il devait s'avancer vers le comptoir d'accès prioritaire, évitant les longues files d'attente du commun des mortels. Paris, première classe, devait dire Ashley en jetant son passeport sur le comptoir. J'imaginais l'agent taper sur son clavier, froncer les sourcils, l'air confus. « Je suis désolé, madame. Je ne trouve aucune réservation. » Vérifiez encore, devait lancer Brad d'un ton sec. Ça a été réservé il y a des mois. Je vois un historique de réservation, devait répondre l'agent. Mais elle a été annulée hier par l'acheteur. J'ai regardé mon téléphone. Il a commencé à sonner à 9h15. Appel de maman. J'ai ignoré. 9h16. Appel d'Ashley. J'ai ignoré. 9h18. Appel de Brad. J'ai ignoré. 9h20. Appel de papa. Mon téléphone vibrait si fort qu'il se déplaçait sur la table basse. Puis sont venus les SMS. Ashley, décroche ton téléphone, il y a une erreur. Maman, Mélissa, qu'est-ce que tu as fait? Ils disent que les billets sont annulés. Règle ça tout de suite. Brad, espèce de sale. Remets les billets ou je te jure devant Dieu. J'ai ri. J'ai éclaté d'un rire sonore, un rire sombre et libérateur. Ils ont compris, ai-je dit à Sarah. Ah, vu l'heure, a dit Sarah en regardant sa montre, ils doivent réaliser qu'un billet de dernière minute pour Paris aujourd'hui coûte environ 8 000 $ par personne. Est-ce qu'ils ont 16 000 $ disponibles sur leur carte de crédit? Non, ai-je dit, puisque je viens de bloquer les cartes. À 9h30, les messages sont devenus plus désespérés. Ashley, Mel, s'il te plaît. Tout le monde pense que nous allons à Paris. Je l'ai publié sur Instagram. Je ne peux pas être vu encore à Chicago. Maman, nous sommes coincés à l'aéroport. Ashley fait une crise de panique. Les gens nous regardent. Mélissa, tu es en train d'embarrasser la famille. Embarrasser la famille. Elle ne manquait pas d'air. J'ai pris mon téléphone. J'ai tapé un seul et unique message. Je l'ai envoyé dans la discussion de groupe qui nous réunissait tous. Moi, comprenez l'allusion. Puis j'ai bloqué leur numéro. Je pouvais imaginer leur crise de nerfs. Ashley hurlant sur la pauvre agente d'embarquement. Brad essayant de passer sa carte de crédit, pour s'entendre dire qu'elle était refusée. Ma mère essayant la sienne, refusée. Mon père planté là, inutile comme toujours. Ils allaient devoir appeler un taxi Uber nécessitant une carte de crédit valide et faire le trajet humiliant de retour vers le chalet. Ils allaient devoir défaire leurs bagages. Ashley allait devoir supprimer ses publications Instagram. Mais le vrai divertissement ne faisait que commencer. Car lorsqu'il rentrerait au chalet, pensant pouvoir s'y cacher et boire le scotch de mon père, il n'y trouverait pas de repos. Monsieur Henderson, mon avocat, était d'une efficacité redoutable. Il avait engagé un huissier de justice.
À midi pile, au moment même où ils se réinstalleraient dans le salon pour panser leur plaie et me calomnier, on frapperait à la porte. Ce ne serait pas un invité. Ce ne serait pas un voisin. Ce serait un homme tenant une enveloppe épaisse scellée d'autocollants rouges urgents. À l'intérieur se trouverait la sommation de quitter les lieux sous 30 jours, et y serait jointe une poursuite civile de 50 000 $ pour détournement de fonds, citant la fraude et nommant Robert et Linda Anderson comme défendeurs. J'ai pris une gorgée de mon café. C'était le meilleur café que j'ai jamais goûté. Sarah, ai-je dit, je pense que j'ai besoin de vacances. Peut-être à Paris. Sarah a levé sa tasse vers moi, Paris est magnifique à cette période de l'année. Le silence qui a suivi mon message, comprenez l'allusion, fut de courte durée. J'avais bloqué leur numéro, mais je n'avais pas bloqué le reste du monde. Dès le lundi, les répercussions s'étaient propagées à toute la famille élargie. Ma tante Betty m'a appelé sur la ligne fixe de Sarah, je lui avais donné ce numéro pour les cas d'urgence. Mélissa, la voix de Betty était basse, terrifiée. Oh mon Dieu, ma chérie. C'est la guerre là-bas. Raconte-moi, ai-je dit, adossé à mon fauteuil de bureau chez Phoenix Holdings. Ils sont revenus de l'aéroport en hurlant, a chuchoté Betty. Ashley a jeté un vase contre le mur. Elle hurlait que tu avais gâché sa vie. Elle a raconté à tout le monde sur Facebook que la compagnie aérienne avait perdu leurs billets, mais... Enfin, les gens parlent. Laisse-les parler, ai-je dit. Et puis l'homme est arrivé, a continué Betty. L'huissier de justice. Linda s'est évanouie, Mélissa. Elle s'est vraiment évanouie en lisant l'avis d'expulsion. Elle n'arrête pas de dire que c'est une erreur, que tu ne peux pas posséder la maison. Robert. Il est juste assis sur sa chaise à fixer le mur. Il n'arrête pas de marmonner, elle sait. Elle sait. Il sait exactement ce que je sais, ai-je dit froidement. Est-ce qu'ils t'ont parlé de l'argent pour le cœur, Betty? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils m'avaient volé 50 000 $? Betty a eu un hoquet de surprise. Quoi? Non. Ils ont dit que tu les avais coupés financièrement parce que tu étais jalouse du mariage. Ils m'ont pris 50 000 $ que je leur avais donnés pour l'opération cardiaque de papa et s'en sont servis pour payer le mariage, ai-je expliqué clairement. C'est pour cela que je les poursuis en justice. Betty s'est mise à pleurer. Je ne savais pas. Oh, Mélissa, je ne savais pas. Je sais que tu l'ignorais, Betty. Mais maintenant tu le sais. Tu as un choix à faire. Tu peux rester sur leur navire en train de couler, ou tu peux venir dîner avec moi ce soir. Je prépare un risotto. Il y eut un long silence. Un silence qui allait définir le reste de notre relation. J'adore le risotto, a chuchoté Betty. J'ai souri. J'en avais sauvé une. Mais le reste de la semaine fut un assaut continu contre ma forteresse. Ma mère a tenté d'appeler à mon bureau. Mon assistante, briefée par mes soins, lui a répondu que j'étais en réunion pour une durée indéterminée. Brad a essayé de se présenter à mon immeuble d'habitation. Le gardien l'a refoulé, s'appuyant sur l'ordonnance restrictive temporaire que Sarah lui avait collée suite à des messages de menaces. Puis sont arrivés les intermédiaires. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages sur Facebook, « Comment peux-tu faire ça à tes parents ?» Ashley n'arrête pas de pleurer. Tu es un monstre. La famille s'entraide. Règle ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai simplement publié une mise à jour sur ma propre page Facebook, visible par tous, pour tous ceux qui se posent la question, oui, j'expulse mes parents. Non, je n'en discuterai pas. Mais avant de juger, demandez-leur ce qu'est devenu l'argent destiné à l'opération cardiaque de mon père. Demandez à Ashley pourquoi mon invitation portait la mauvaise date. La vérité est gratuite. Leurs mensonges leur coûtent tout. Le silence qui a suivi cette publication fut assourdissant. Les messages ont cessé. L'indignation morale s'est évaporée à mesure que la rumeur publique commençait à propager la véritable histoire. Je me rendais au travail chaque jour. Je bouclais des transactions. Je riais avec Sarah. Pour la première fois de ma vie, je ne portais plus le fardeau étouffant des attentes de ma famille. Je me sentais légère, mais je savais que ce n'était pas fini. Il leur restait 25 jours dans la maison. Et les narcissiques ne s'avouent jamais vaincus sans combattre. Ils ne se contentent pas de faire leur carton et de partir, ils pratiquent la politique de la terre brûlée.
Le vendredi après-midi, Monsieur Henderson m'a appelé. Sa voix était grave. Mélissa, nous avons un problème. Ont-ils déposé une contre-plainte? Ai-je demandé. Non, il refuse de partir. Ton père m'a appelé. Il dit qu'il revendique des droits de squatteur et une prescription acquisitive. Ils refusent de faire leur carton. Ils ont dit que tu devrais les faire traîner dehors par la police. J'ai pivoté sur mon fauteuil pour regarder par la fenêtre. C'est vrai? Ai-je demandé. C'est du bluff, a dit Henderson. Légalement, ils n'ont aucun argument solide, mais cela signifie que nous devrons faire exécuter physiquement l'expulsion. Ce sera pénible. La police, les shérifs, les voisins qui regardent. Que ce soit pénible, ai-je dit. Ils voulaient une esthétique, je vais leur offrir un spectacle. Le compte à rebours de l'expulsion tournait. Il restait 25 jours avant l'arrivée du shérif. Si vous voulez voir exactement comment Ashley gère la perte de son palais de princesse et ce qui se passe quand les déménageurs commencent à toucher à ses affaires, cliquez sur le bouton j'aime et commentez le chiffre 1. Vous n'allez pas croire le coup qu'ils vont préparer ensuite. Les 48 heures qui ont suivi l'incident de l'aéroport, comme Sarah et moi l'appelions désormais, furent une démonstration de narcissisme chaotique. Je n'avais pas besoin d'être sur place pour le voir. Les informations me parvenaient par les moindres failles de leur système, principalement par tante Betty, qui était devenue mon agent double derrière les lignes ennemies. Ils ont dû prendre un Uber XL pour rentrer de l'aéroport, m'a chuchoté Betty au téléphone le mardi soir. Parce qu'aucune de leurs cartes ne fonctionnait pour louer une voiture, et les bagages ne rentraient pas dans la voiture de sport de Brad. Ça leur a coûté $200. Linda a hurlé sur le chauffeur pendant tout le trajet. Parfait, ai-je dit en sirotant monté dans le calme de mon Pentouse. Ils sont de retour au chalet maintenant, a continué Betty. Ils se barricadent, Mélissa. Robert a changé les serrures aujourd'hui. Il a appelé un serrurier en disant qu'il avait perdu les clés. Il pense que si tu ne peux pas entrer, tu ne pourras pas les expulser. J'ai ri, d'un rire sombre et sec. Changer les serrures d'une propriété en location sans l'accord du propriétaire est une violation des conditions d'occupation. Il venait de me donner de nouveaux arguments. Ils sont terrifiés mais ils sont aussi furieux, m'a prévenu Betty. Ashley raconte à tout le monde que tu as piraté ses comptes. Elle invente une histoire selon laquelle tu es mentalement instable, jalouse de son mariage et que tu essaies de la saboter par pure méchanceté. Laisse-la raconter ce qu'elle veut, ai-je dit. Les araignées finissent toujours par se prendre dans leur propre toile. Mais la véritable escalade a eu lieu le mercredi matin. J'étais à mon bureau chez Phoenix Holdings en train de revoir les projections trimestrielles lorsque ma réceptionniste m'a appelé. Madame Anderson, il y a une délégation ici qui demande à vous voir. Une délégation? Ce sont 3 femmes. Elles disent être vos tantes et votre cousine. Elles refusent de partir. Les émissaires. J'aurais dû m'y attendre. Dans les dynamiques familiales toxiques, lorsque le narcissique perd le contrôle, il envoie ses complices pour intimider la victime et la forcer à se soumettre à nouveau. Envoie-les dans la salle de réunion B, ai-je dit. Et appelle la sécurité. Qu'ils attendent juste devant la porte. Je suis entré dans la salle de réunion 5 minutes plus tard. S'y trouvaient les 2 meilleures amies de ma mère, Karen et Suzanne, ainsi que ma cousine Jessica, la demoiselle d'honneur d'Ashley. Elles me regardaient avec des expressions allant de la pitié au dégoût. Mélissa, a commencé Karen, sa voix débordante de cette fausse sollicitude mielleuse que les mères de banlieue perfectionnent au fil des décennies. Nous sommes ici parce que nous nous inquiétons pour toi. Ta mère est dévastée. Elle dit que tu as fait une dépression. Une dépression? Ai-je demandé, appuyé contre le cadre de la porte. Je ne me suis pas assise. Je voulais les dominer de ma hauteur. Tu as annulé la lune de miel, a lancé Jessica d'un ton sec. Tu les as laissés en plan. Sais-tu à quel point c'était humiliant? Ashley pleurait par terre au terminal 3. Ça a dû être difficile, ai-je dit calmement. Presque aussi difficile que de réaliser que votre propre famille a célébré un mariage une semaine plus tôt spécifiquement pour vous exclure tout en vous volant votre argent. Oh, arrête un peu, a dit Suzanne d'un revers de main méprisant. C'était juste un problème d'emploi du temps. Linda nous l'a expliqué. Il voulait une cérémonie intime. Tu dramatises la situation. Un problème d'emploi du temps.
J'ai sorti un dossier de sous mon bras et l'ai fait glisser sur la table en acajou. Il contenait les copies des virements bancaires, les 50 000 $ destinés à l'opération cardiaque, puis le transfert vers l'organisatrice du mariage. Ouvrez-le, ai-je ordonné. Elles ont hésité. Karen a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les lignes surlignées. Mon père n'a jamais subi d'opération cardiaque, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce comme un scalpel. Ils m'ont pris 50 000 $ en prétendant que c'était une question de vie ou de mort. Et 100 sont servis pour acheter des fleurs et des cristaux pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Dans le monde des affaires, on appelle cela de la fraude bancaire. Dans le monde de la famille, on appelle ça être un monstre. La pièce est devenue totalement silencieuse. Jessica a baissé les yeux vers les documents, le visage blême. Ce n'est pas possible, a balbutié Jessica. Ashley a dit que tu leur avais donné cet argent en cadeau. Est-ce qu'un remplacement de valve cardiaque ressemble à un cadeau de mariage pour toi, Jessica? Ai-je demandé. Je me suis dirigé vers le téléphone mural. Vous avez 2 minutes pour quitter mon immeuble avant que la sécurité ne vous escorte dehors pour violation de propriété. Et si jamais vous revenez, ou si vous continuez à me harceler de la part de mes parents, je vous ajouterai à la liste de l'ordonnance restrictive. Elles se sont empressées de rassembler leurs sacs et ont fui comme des cafards quand on allume la lumière. Je les ai regardées partir. Je n'ai éprouvé aucune satisfaction, seulement de l'épuisement. C'était la partie ingrate de la pose de limite. Il faut couper les ponts, non seulement avec les abuseurs, mais avec tous ceux qui refusent de voir l'abus. Mais le siège n'était pas terminé. Le vendredi, le préavis est arrivé à échéance. Le compte à rebours de 30 jours tournait, mais mon père a décidé d'abattre ses cartes. Il a déposé un recours devant le tribunal civil. Robert Anderson contre Phoenix Holdings. J'ai lu le dossier avec Sarah ce soir-là. C'était pathétique. Il réclamait la prescription acquisitive en gros, des droits de squatter, arguant que parce qu'il y vivait depuis 5 ans et entretenait la propriété, ce qu'il n'avait pas fait, puisque je payais pour l'entretien, la maison lui appartenait de plein droit. Il est délirant, a dit Sarah en jetant les documents sur la table. La prescription acquisitive en Illinois requiert 20 ans d'occupation continue et non autorisée. Il y est depuis 5 ans avec une autorisation. Ce sera rejeté en 10 minutes. Il le sait, ai-je dit en me massant les tempes. Il essaie simplement de gagner du temps. Il s'imagine que s'il fait traîner l'affaire en justice, je finirai par me lasser. Il pense que je vais craquer et dire, c'est bon, restez-y, arrêtez de nous faire honte. Et vas-tu craquer? A demandé Sarah. J'ai regardé la photo que Betty m'avait envoyée plus tôt dans la journée. C'était une image du salon du chalet. Ma mère avait commencé à vendre des choses. L'horloge ancienne de ma grand-mère avait disparu de la cheminée. Le tapis persan manquait. Ils vidaient la maison. Ils liquidaient mes biens pour financer leur défense juridique contre moi. Non, ai-je dit, je ne craquerai pas. Mais j'en ai assez de jouer la défense. Il est temps de passer à l'offensive. Que as-tu en tête? Ils vendent les meubles, ai-je dit. Ces meubles faisaient partie de la transaction lors du transfert de propriété. Quand j'ai racheté la créance, j'ai acheté la maison en l'état, contenu compris. Ils vendent des objets volés. J'ai pris mon téléphone. J'appelle la police. Je signale un vol en cours. Sarah a souri, ah, voilà une esthétique qui me plaît. La visite de la police au chalet le samedi matin n'a pas débouché sur des arrestations. Les conflits de propriété familiaux se règlent rarement immédiatement par des menottes, mais cela a permis d'atteindre un but plus important, les mettre en demeure. Le shérif adjoint, un homme sévère nommé l'officier Miller, aucun lien de parenté avec Brad, heureusement, a rédigé un rapport. Il a indiqué à mes parents qu'ils n'étaient pas autorisés à retirer les installations, les appareils électroménagers ou les meubles figurant sur l'inventaire d'achat d'origine tant que le procès civil n'était pas réglé. Cela a arrêté l'hémorragie, mais cela n'a pas guéri la blessure. Car lors de la vérification de l'inventaire, j'ai découvert une chose qui a brisé le dernier fragment de mon cœur que je pensais encore intact. Je n'étais pas autorisé à me rendre sur la propriété en raison de la procédure en cours. J'avais donc envoyé un gestionnaire immobilier de Phoenix Holdings pour accompagner la police. Il était en appel vidéo avec moi. Vérifie le coffre-fort dans le placard de la chambre principale, lui ai-je indiqué au téléphone. Il devrait y avoir un écrin en velours.
À l'intérieur se trouve une bague ancienne en saphir. Elle appartenait à ma grand-mère. Ma grand-mère, Nana Rose, était la seule personne qui m'avait aimé avant Betty. Elle était morte quand j'avais 20 ans. Dans son testament, elle m'avait légué cette bague. Mais ma mère l'avait gardée, en sécurité, sous prétexte que j'étais jeune et vivais dans un appartement en colocation en ville. Je la lui avais réclamée une douzaine de fois. Ma mère avait toujours une excuse, « Oh, elle est dans le coffre de la banque, je la récupérerai la semaine prochaine. » Le gestionnaire est entré dans le placard. Ma mère se tenait là, les bras croisés, fixant la caméra du téléphone. « Ouvrez le coffre », lui a ordonné le policier. Ma mère a hésité. « Je n'ai pas la combinaison. » « Linda, » ai-je dit à travers le haut-parleur, ma voix déformée mais forte, « je connais la combinaison. C'est la date de naissance d'Ashley. 12 juin 96. Ouvrez-le. » Elle a pâli. Elle a tapé les chiffres. Le coffre a émis un bip et s'est ouvert. Il était vide. Pas de papier, pas d'argent liquide, et absolument aucune trace de la bague en saphir. Où est-elle? Ai-je exigé de savoir. Où est la bague de Nana? Ma mère a regardé le téléphone et, pendant une seconde, elle a eu l'air effrayée. Puis le masque a glissé de nouveau en place, le masque de la victime. Nous avons dû la vendre, a-t-elle dit d'une voix tremblante d'une fausse droiture. Nous avions des factures, Mélissa. Nous étions en train de couler. Tu nous as coupé les vivres. Que attendais-tu de nous? Que nous mourions de faim. Vous l'avez vendue quand? Ai-je demandé. Le mois dernier, a-t-elle admis. Le mois dernier? Ai-je hurlé. Je ne vous avais pas coupé les vivres le mois dernier. Le mois dernier, je payais votre prêt hypothécaire. Le mois dernier, je vous réservais un voyage à Paris. Vous ne l'avez pas vendu pour survivre. Linda, pourquoi l'avez-vous vendu? Elle n'a pas répondu. Elle a détourné le regard. Puis j'ai entendu une voix en arrière-plan. C'était Ashley qui criait depuis le couloir, « Ça a payé l'arche florale, d'accord? Tu es contente? Nous avions besoin de ces hortensias bleu saphir importés de Hollande pour correspondre au thème. » C'était la contribution de Nana au mariage de sa petite-fille préférée. Le silence sur la ligne fut absolu. Elles avaient vendu mon héritage, la seule chose tangible que ma grand-mère m'avait laissée, pour acheter des fleurs pour un mariage dont j'étais banni. Elles avaient échangé un souvenir de famille contre une décoration éphémère qui avait été jetée à la poubelle le lendemain. Officier, ai-je dit d'une voix étrangement calme, je souhaite ajouter le vol qualifié à la liste des accusations. Cette bague a été estimée à 12 000 $. Elle m'appartenait légalement d'après les documents de succession de Rose Anderson. Ma mère en était la dépositaire, pas la propriétaire. Mélissa, tu n'oserais pas, a hurlé ma mère. Tu enverrais ta propre mère en prison pour un morceau de bijou? Non, ai-je dit. J'envoie une voleuse en prison. Le fait qu'elle partage mon ADN est une coïncidence. J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon bureau, tremblant de tout mon corps. Cette bague était tout ce qu'il me restait de Nana Rose. J'avais l'habitude de lui rendre visite quand j'étais petite fille pour échapper aux critiques de ma mère. Elle me laissait l'essayer, elle est assortie à tes yeux, Mélissa, disait-elle. Contrairement au reste de cette famille, toi, tu as de la profondeur. Et maintenant, elle n'existait plus. Transformée en fleur morte. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Monsieur Henderson. Objet, proposition de règlement des défendeurs. Je l'ai ouvert. L'avocat de mon père, un avocat de bas étage qu'ils avaient engagé, avait envoyé une proposition. M et Madame Anderson proposaient ce qui suit, ils quitteraient le chalet sous 60 jours. En échange, Mélissa Anderson abandonnerait la plainte concernant les 50 000 $ et les réclamations relatives aux bijoux. Elle s'engageait également à rétablir leur allocation mensuelle pendant 6 mois pour leur permettre de faire la transition. J'ai fixé l'écran. Même face à une expulsion et à des accusations criminelles, ils demandaient encore de l'argent. Ils voulaient une allocation de transition. J'ai répondu à Monsieur Henderson, rejet de l'offre de règlement. Ma contre-proposition est la suivante, 1. Il quitte les lieux sous 72 heures. 2. Il rembourse immédiatement la totalité des 50 000 $. 3. Il restitue la bague ou paie sa valeur estimée de 12 000 $. 4. S'il n'accepte pas avant demain 9 heures,
nous lançons la plainte pénale pour le vol de la bague. Il n'y aura aucune allocation. Il n'y aura aucune transition. La banque est fermée. J'ai cliqué sur envoyer. Je ne me contentais pas de couper les ponts, j'étais en train de faire sauter la falaise. Le délai est passé. Ils n'ont pas accepté l'offre. Ils ne le pouvaient pas, ils n'avaient pas cet argent. La guerre est donc entrée dans sa phase finale, la plus sordide. À 20 jours de l'échéance de l'expulsion et alors que les accusations criminelles faisaient l'objet d'une enquête, ma famille est devenue sauvage. S'ils ne pouvaient pas garder la maison, ils allaient faire en sorte que je n'en veuille plus. Les voisins ont commencé à appeler le syndic de copropriété. Ils ont signalé des fêtes bruyantes au chalet à 3 heures du matin. Ils ont signalé des tas d'ordures s'accumulant sur la pelouse. Je m'y suis rendu en voiture un soir, me garant plus bas dans la rue à bord d'une voiture de location pour qu'ils ne me reconnaissent pas. La maison avait l'air malade. L'herbe, habituellement si bien entretenue, m'arrivait aux genoux. Il y avait des sacs poubelles entassés sur le magnifique porche. Les volets du premier étage pendaient. Ils saccageaient la propriété. C'était la politique de la terre brûlée. J'ai rappelé la police, mais on m'a répondu que sans flagrant délit de vandalisme, il s'agissait d'un litige civil. C'est juste un conflit de voisinage entre locataires et propriétaires, m'a dit le répartiteur d'un ton lassé. J'avais besoin d'avoir des yeux à l'intérieur. Je me suis souvenu du système de sécurité. Quand j'avais acheté la maison, j'avais installé un système domotique haut de gamme. Mon père, paranoïaque au sujet de sa vie privée, avait débranché les caméras il y a des années. Mais les capteurs, les microphones et les détecteurs de fumée étaient câblés. Je me suis connecté au tableau de bord. Les caméras étaient hors ligne, mais les capteurs de bris de glace et les micros du couloir étaient actifs. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté. C'était comme écouter une émission de télé-réalité en enfer. On devrait arracher le cuivre des murs, ai-je entendu la voix de Brad. Ça vaut bien quelques milliers de dollars. Ne sois pas idiot, a bafouillé mon père d'une voix pâteuse. C'est un délit grave. Et puis je suis trop fatigué. Et les lustres? A demandé Ashley. On peut les vendre sur eBay. Ils sont sur la liste d'inventaire, a répliqué ma mère d'un ton sec. Elle a tout vérifié. Si on les prend, elle le saura. Je la déteste. A hurlé Ashley. Je la déteste tellement. Pourquoi ne meurt-elle pas tout simplement? Si elle mourait, on récupérerait tout. Je me suis figé. Entendre sa propre sœur souhaiter votre mort est différent de l'imaginer. Cela m'a fait l'effet d'un choc froid et viscéral. Elle ne mourra pas, a dit amèrement ma mère. Elle est trop têtue. En revanche, on peut faire en sorte que cette maison sente si mauvais qu'elle n'y remettra jamais les pieds. Brad, tu as récupéré les crustacés? Ouais, Harry Brad. Plus de 2 kilos de crevettes crues. Tu veux qu'on les mette où? Les tringles à rideaux, a dit ma mère. À l'intérieur des tringles creuses, et dévisse les grilles d'aération pour les mettre au fond des conduits. Le temps qu'ils trouvent d'où vient l'odeur, toute la maison sera insalubre. J'ai cliqué sur le bouton d'enregistrement de mon ordinateur portable. Je les tenais. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. J'ai appelé le service d'urgence de l'entreprise de climatisation qui entretenait la maison, une entreprise avec laquelle Phoenix Holdings avait un contrat. C'est une urgence, ai-je dit au technicien. J'ai besoin que vous vous rendiez au chalet demain pour une vérification de routine des filtres. Je soupçonne qu'il y a une obstruction dans les conduits. Le lendemain, le technicien s'est présenté. Mes parents, pensant qu'il s'agissait simplement d'un ouvrier ordinaire, l'ont laissé entrer. Il est allé directement au conduit d'aération. Il a trouvé les crevettes. Il a pris des photos. Il a rédigé un rapport, contamination délibérée du système de climatisation provoquant un risque biologique. Muni de ce rapport et de l'enregistrement audio, je suis allé voir un juge. Je n'ai pas seulement demandé l'expulsion, j'ai demandé une ordonnance d'expulsion d'urgence immédiate pour destruction de biens et comportements dangereux. Le juge a écouté l'enregistrement audio où il complotait pour dissimuler des crevettes en décomposition. Il a regardé les photos. Il a signé l'ordonnance d'exécution immédiate. Avec l'assistance du shérif, a-t-il précisé. Ce ne serait pas dans 30 jours, ni dans 20. Ce serait demain. Je suis sorti du tribunal avec un sentiment de faim absolue.
C'était la fin de l'illusion de la famille Anderson. J'ai appelé Sarah. Appelle les déménageurs. Appelle les serruriers. Et Sarah? Trouve une équipe de nettoyage spécialisée dans les risques biologiques. Ça se passe demain matin à 8 heures. Je veux qu'ils soient dehors avant d'avoir fini leur petit déjeuner. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à penser à cette maison. Je l'avais achetée pour les sauver. Je l'avais achetée pour préserver le souvenir de la famille heureuse que je voulais que nous soyons. À présent, je les mettais dehors pour sauver la structure physique de leur propre pourriture. C'était la métaphore de toute ma vie. J'avais dû les expulser de mon cœur pour me sauver de leur poison. Le matin de l'expulsion était gris et pluvieux, le genre de temps typique de Chicago qui vous pénètre jusqu'aux os. Cela correspondait parfaitement à l'ambiance. Je suis arrivé au bout de la rue à 7h45. Je n'étais pas seul. J'avais tout un convoi, 2 voitures du shérif, un grand camion de déménagement que j'avais loué pour déposer leurs affaires dans un garde-meuble payé pour 30 jours. Mon dernier geste de charité, Monsieur Henderson et Sarah. Tu es prête? M'a demandé Sarah en me tendant un café. Elle portait des lunettes de soleil, donnant l'impression d'assister aux funérailles de quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Finissons-en, ai-je dit. Nous avons remonté l'allée. Le gravier a crissé. La maison était silencieuse, les rideaux tirés. Ils dormaient probablement encore, cuvant la misère de leur propre existence. Les adjoints du shérif ont frappé à la porte. Ce n'était pas un coup poli, mais le martèlement lourd et autoritaire de la loi. Bang. 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 Bureau du shérif. Ouvrez. Un silence, puis des bruits de mouvement à l'intérieur. Un chien a aboyé, le bulldog français de pure race de Brad. Une autre chose que j'avais probablement payée. La porte s'est entr'ouverte. Mon père est apparu en peignoir, les cheveux ébouriffés. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé en essayant de retrouver un semblant de dignité. Il nous reste 20 jours. Mon avocat a dit. Robert Anderson, l'a interrompu l'adjoint du shérif. J'ai une ordonnance du tribunal pour expulsion immédiate pour destruction malveillante de propriété. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos effets personnels indispensables. Vous êtes expulsé sur le champ. Quoi? Non. Mon père a de nouveau tenté de refermer la porte, mais l'adjoint l'a bloqué avec sa botte. Monsieur, reculez. N'opposez pas de résistance. Les adjoints ont pénétré dans la maison. Je les ai suivis, entourés de Sarah et de Monsieur Henderson. L'odeur m'a frappé en premier. Les crevettes étaient restées dans les conduits pendant 48 heures. Cela sentait la mort et le poisson pourri. Oh mon Dieu, a eu un haut-le-cœur Sarah, se couvrant le nez avec un mouchoir parfumé. Ma mère est descendue en courant par les escaliers en pyjama de soie, en hurlant, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ma maison, Mélissa. Mélissa, dis-leur d'arrêter. Elle m'a vu debout dans le hall. Je portais un trench coat, observant le papier peint décollé là où ils avaient visiblement tenté d'arracher une applique murale. Toi. A-t-elle sifflé, le regard fou. C'est toi qui as fait ça. Vous avez mis des crevettes dans les conduits, maman, ai-je dit calmement. J'ai l'enregistrement. Vous avez tenté d'empoisonner la maison. Maintenant, vous la perdez. Je t'ai donné la vie. A-t-elle hurlé en se jetant sur moi. Un adjoint s'est interposé. Madame, reculez. Vous devez faire vos cartons. Il vous reste 10 minutes. C'était le chaos. Un chaos total et sans limite. Ashley et Brad sont apparus, hagards et terrifiés. Ashley a vu les déménageurs commencer à emballer la télévision. C'est à moi. A-t-elle hurlé. Ne touchez pas à mes affaires. En réalité, ai-je dit en consultant la liste d'inventaire sur mon presse-papier, cette télévision était un cadeau de ma part, mais je vous la laisse. Considérez cela comme un cadeau de départ. On les a rassemblés comme du bétail. Ils ont jeté des vêtements dans des sacs poubelles, attrapé des bijoux, des ordinateurs portables, des chargeurs de téléphone. J'observais la scène depuis un coin, détaché. J'avais l'impression de regarder un film. Ces personnes qui hurlaient, pleuraient, accusaient tout le monde sauf elles-mêmes m'étaient étrangères. Mon père s'est assis sur les marches, pleurant dans ses mains. Mon héritage, sanglotait-il. Ma maison.
Ce n'est plus ta maison depuis 5 ans, papa, ai-je dit doucement. C'était un actif de Phoenix Holdings. Et vous étiez de mauvais locataires. Une fois les 15 minutes écoulées, les adjoints les ont escortés dehors. Ma mère traînait un manteau de fourrure. Ashley portait son chien. Brad tenait une console PlayStation. Mon père est sorti les mains vides, brisé. Les voisins s'étaient rassemblés dans la rue. Ils ont observé en silence la famille Anderson se faire chasser du quartier. Où sommes-nous censés aller? A hurlé ma mère, debout près du tas de sacs poubelles sur la pelouse mouillée. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai payé un motel, ai-je dit en tendant à monsieur Anderson une carte d'accès pour qu'il la leur remette. Le Super 8 au bord de l'autoroute. 2 chambres payées pour une semaine. Après cela, vous devrez vous débrouiller seul. Le Super 8? Ashley m'a regardé avec dégoût. Tu plaisantes? Je ne peux pas séjourner dans un Super 8. Je suis une influenceuse. Plus maintenant, a marmonné Sarah. Maintenant, tu es juste sans abri. Tu es diabolique. M'a craché ma mère au visage. Tu es une sorcière au cœur de pierre, jalouse et stérile. J'espère que tu mourras seule dans cette grande maison vide. Je ne serai pas seule, ai-je dit en regardant Sarah et tante Betty, qui venaient d'arriver en voiture pour me soutenir. Je serai avec ma famille. Je leur ai tourné le dos. Changez les serrures, ai-je dit au serrurier, et scellez les conduits. Nous avons beaucoup de nettoyage à faire. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai entendu la voix de Brad s'élever au milieu du vacarme à l'extérieur. C'est de ta faute, Ashley. Tu disais qu'elle était stupide. Tu disais qu'elle ne découvrirait jamais rien. Maintenant, je suis à la rue. Je ne reste pas avec toi. C'est fini. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai vu Brad jeter son sac dans sa voiture de sport rouge. Brad. Brad, où vas-tu? A hurlé Ashley en lui courant après. Nous sommes mariés. Pas pour longtemps. A crié Brad. Je n'ai pas signé pour la pauvreté. Il a démarré en trombe, projetant du gravier sur les jambes d'Ashley. Elle est restée là sous la pluie, tenant son chien, regardant son mari s'enfuir. L'enfant chéri avait fini par perdre de sa superbe. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement du soulagement. La tumeur avait été retirée. L'opération avait été difficile et la convalescence serait douloureuse, mais le cancer était éliminé. Les semaines qui ont suivi l'expulsion furent occupées par le nettoyage et les démarches administratives. La maison a nécessité $10 000 de nettoyage professionnel pour éliminer l'odeur de crevettes. Nous avons dû remplacer les plaques de plâtre du couloir où Ashley avait fait des trous avant de partir. Mais en nettoyant, nous avons fait des découvertes. Caché dans le grenier, dans un carton étiqueté « Ancien contribuable », j'ai trouvé quelque chose qui a changé tout ce que je croyais savoir sur mon enfance. C'était un dossier contenant des lettres. Des lettres de ma grand-mère, Nana Rose, qui m'étaient adressées. Elles dataient de l'époque où j'étais à l'université. Des dizaines de lettres, toutes ouvertes, toutes lues, mais qui ne m'avaient jamais été remises. Ma chère Mélissa, je t'ai envoyé un chèque pour tes frais de scolarité ce semestre. Je sais que ta mère dit que les temps sont durs, mais je voulais m'assurer que tu puisses te concentrer sur tes études. Ma douce fille, j'ai ajouté un petit supplément pour ta robe de remise des diplômes. Je suis si fier de toi. Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier et j'ai lu ces lettres, les larmes coulant sur mes joues. Ma grand-mère ne s'était pas contentée de me léguer la bague, elle m'avait soutenu financièrement tout au long de mon parcours. Mais ma mère avait intercepté le courrier. Elle avait pris les chèques. Elle les avait encaissés, probablement en imitant ma signature, et avait utilisé cet argent pour elle-même et pour Ashley. J'avais passé toute ma jeunesse à penser que Nana Rose m'avait oublié, à me croire seul au monde. Mais ce n'était pas le cas. J'avais été aimé. Ma mère m'avait volé cet amour. Elle m'avait volé ce lien, cette reconnaissance et ce soutien financier, me laissant lutter seul tandis qu'elle payait des cours de danse à Ashley avec mon argent. Ce n'était pas seulement de l'avidité, c'était de la méchanceté pure. C'était une tentative systématique de m'isoler et de me maintenir dans la faiblesse. J'ai appelé monsieur Anderson. Pendant ce temps, les nouvelles de ma famille étaient désastreuses. Ils ont tenu 3 jours au Super 8 avant de se faire expulser à cause de plaintes pour tapage nocturne.
Ashley et ma mère s'étaient disputées si violemment qu'elles avaient réveillé tout l'étage. Ils ont emménagé dans un appartement de fortune dans un quartier malfamé, payé en mettant en gage les quelques bijoux que ma mère avait réussi à sortir en cachette dans son soutien-gorge. Brad a demandé le divorce à distance. Il a bloqué Ashley sur toutes les plateformes. Il a accordé une interview à un blog local qualifiant la famille d'escrocs. Ashley a de nouveau tenté de se reconvertir en influenceuse victime. Elle a publié des vidéos éplorées sur TikTok se plaignant d'avoir été jetée à la rue sans raison, mais Internet est un monde impitoyable. Quelqu'un, peut-être Sarah, peut-être un voisin, a divulgué les photos des crevettes dans les conduits. La toile s'est retournée contre elle. Le mot dièse Shrimp Girl s'est devenu viral. Elle est devenue la risée de tous. Elle a fini par supprimer ses comptes. Mon père a trouvé un emploi de préparateur de commandes dans un supermarché local. C'était le premier travail honnête qu'il faisait en 20 ans. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai pas appelé. Mais 6 mois plus tard, je les ai croisés. C'était en décembre. Les premiers flocons de neige de la saison tombaient. Je sortais d'un grand magasin chic en ville, chargé de paquets de cadeaux pour Sarah, Betty et mes employés. J'étais heureuse. Mon entreprise était prospère. Je venais de clore une transaction sur un nouveau complexe commercial. Je portais un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que ma première voiture. Je me dirigeais vers ma voiture dans le parking couvert quand je les ai vus. Ils chargeaient des courses dans une berline rouillée et cabossée que je ne reconnaissais pas. Mon père semblait avoir pris 10 ans. Il était voûté, les cheveux blancs et mal peignés. Ma mère portait un manteau qui semblait usé jusqu'à la corde. Ashley était assise au volant, fumant une cigarette, l'air dur et colérique. Ils ressemblaient à des inconnus. Ma mère a levé les yeux et m'a vu. Elle s'est figée un instant. Plus personne ne bougeait. La neige tombait doucement entre nous. Puis ma mère a fait un pas vers moi. Ses yeux se sont remplis de larmes, pas les fausses larmes qu'elle utilisait pour me manipuler, mais les vraies larmes désespérées d'une femme qui a tout perdu. « Mélissa » a-t-elle chuchoté. « Oh, Mélissa, regarde-toi. » J'ai resserré ma prise sur mes sacs de shopping. « Bonjour, Linda. »« Tu nous manques » a-t-elle dit, la voix brisée. « Tu nous manques tellement. » C'est Noël. Est-ce qu'on ne peut pas mettre tout cela derrière nous? Nous vivons dans un appartement en sous-sol, Mélissa. Il y a de la moisissure. Ton père tousse toute la nuit. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je répondu. Ma voix était neutre. Tu as gagné, a-t-elle supplié en s'approchant. Tu nous as battus. Tu as prouvé ce que tu voulais. S'il te plaît, aide-nous juste un peu. Nous sommes ta famille. J'ai regardé cette femme. La femme qui avait volé les lettres de ma grand-mère. La femme qui avait vendu ma bague. La femme qui avait mis des crevettes dans mes conduits. Je n'ai pas de famille, ai-je dit. J'ai une tante nommée Betty. J'ai une sœur nommée Sarah. Vous êtes juste des gens que j'ai connus autrefois. Comment peux-tu être si cruel? A lancé mon père depuis la voiture, la voix faible. Nous t'avons élevé. Vous ne m'avez pas élevé, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Vous m'avez survécu. Vous m'avez toléré jusqu'à ce que vous puissiez m'utiliser. Et quand j'ai cessé de vous être utile, vous m'avez jeté. J'ai simplement compris l'allusion. J'ai continué mon chemin. Ma mère m'a attrapé le bras. Mélissa, s'il te plaît. Ashley est enceinte. Brad l'a quittée. Elle va avoir un bébé toute seule. Tu vas être tante. Tu ne peux pas laisser un bébé grandir dans un sous-sol. Je me suis arrêté. Un bébé. Une autre génération. Un autre enfant innocent qui allait être corrompu par le narcissisme de Linda et l'égoïsme d'Ashley. J'ai dégagé mon bras de sa prise. Alors j'espère que vous traiterez ce bébé mieux que vous ne m'avez traité, ai-je dit. Parce que si j'apprends que vous utilisez cet enfant comme monnaie d'échange, j'appellerai les services de protection de l'enfance si vite que vous en aurez le tournis. C'est la seule aide que vous obtiendrez de ma part. J'ai déverrouillé ma voiture, ma nouvelle Porsche Cayenne. Je suis monté à bord. À travers la vitre, j'ai vu ma mère s'effondrer dans les bras de mon père, en sanglots. Ashley me fixait à travers le pare-brise de leur voiture rouillée, le regard rempli d'un mélange d'envie et de peur. Je n'ai pas ressenti de triomphe, ni de joie,
juste de la paix. J'ai reculé et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Ce soir-là, j'ai organisé une fête de Noël au chalet. Je l'avais rénové. J'avais retiré les lourds meubles victoriens pour les remplacer par une décoration moderne et lumineuse. J'avais peint les murs dans un ton crème doux. J'avais retiré la galerie de photos d'Ashley qui tapissait le couloir pour la remplacer par des œuvres d'art que j'aimais. La maison sentait le sapin et la cannelle, pas la crevette et la trahison. Tante Betty était là, riant avec un verre de lait de poule. Sarah était là, discutant gaiement avec Monsieur Henderson, qui s'avère tout à fait charmant lorsqu'il ne remet pas d'avis d'expulsion. Mes amis de la ville étaient là. Je me tenais sur le balcon, observant le lac gelé. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de la banque. La saisie mensuelle sur le salaire de mes parents venait de tomber sur mon compte. C'était une somme modeste, seulement 2 cents par mois, ordonnée par le tribunal pour rembourser le jugement de $50 000. À ce rythme, il leur faudrait 20 ans pour me rembourser. Je n'avais pas besoin de cet argent, je versais chaque centime à une association d'aide aux enfants placés. Mais je maintenais le jugement actif. C'était un rappel, une limite, une conséquence. Sarah m'a rejointe sur le balcon et m'a tendu une coupe de champagne. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « Je pense au mariage, ai-je dit. Celui que j'ai manqué. Le meilleur mariage auquel tu n'aies jamais assisté, a dit Sarah en trinquant avec moi. Tu sais, ai-je dit en regardant les étoiles, j'ai passé ma vie entière à attendre qu'il m'invite à entrer. Je pensais que si j'étais assez gentille, assez riche, assez dévouée, il m'ouvrirait la porte. Et j'ai réalisé. J'ai souri. Je n'ai pas besoin qu'il m'ouvre la porte. Je possède l'immeuble. Nous avons ri. À l'intérieur, la musique résonnait. La chaleur se diffusait sur la neige. J'ai tourné le dos au lac froid et sombre et je suis rentré à l'intérieur, vers la lumière, vers la chaleur, vers la famille que j'avais choisie. Je m'appelle Melissa Anderson. J'étais la fille invisible. J'étais le bouc émissaire. J'étais le tiroir-caisse. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et si vous m'écoutez et que vous attendez que quelqu'un vous donne la permission de vous éloigner de ceux qui vous font du mal, prenez ceci comme un signe. Comprenez l'allusion. Vous valez bien plus qu'une invitation à un faux mariage. Vous êtes le personnage principal de votre propre vie. Ne laissez personne vous rayer du scénario. C'était Melissa. Merci d'avoir écouté mon histoire.